Climate Now, en collaboration avec Copernicus. Bonjour et bienvenue dans Climate Now, votre rendez-vous mensuel qui fait le point sur l'état réel de notre planète. Plus tard dans l'émission, nous examinerons des questions chaudes du changement climatique. Peut-on savoir qui émet quoi et où? Et peut-on distinguer les émissions humaines de celles rejetées par la nature? Nous irons dans un observatoire au sommet d'une montagne pour enquêter. Mais d'abord, voici les données sur le climat en octobre du service Copernicus dédié au changement climatique. 2019 est déjà une année de record et on en a battu un de plus récemment, avec le mois d'octobre le plus chaud jamais enregistré. Les températures ont été supérieures de 1,3 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Il a fait plus chaud, mais aussi plus humide, en Irlande, au Royaume-Uni, en France, au Benelux, en Allemagne, dans les pays baltes et jusqu'en Russie. Les pluies ont été plus importantes que la moyenne pour la période 1981-2010. En revanche, elles ont été plus faibles dans les régions de la Méditerranée, de la mer Noire et de l'Est de l'Europe. Ailleurs dans le monde, le typhon Hagibis a durement frappé le Japon en octobre, provoquant de fortes précipitations. C'est ce que vous pouvez voir ici en bleu foncé. Les pluies ont été 2 fois plus importantes que la moyenne pour ce mois sur cette même période de 30 ans. Dans un instant, nous adopterons un point de vue d'initié sur l'un des aspects les plus délicats de la mesure des émissions de CO2. Mais d'abord, un bref rappel. La hausse des températures mondiales que nous suivons dans Climate Now est due à la hausse des niveaux de CO2 dans l'atmosphère, retenant plus de chaleur. C'est l'effet de serre. Sur ce graphique, on voit les niveaux de CO2 à l'échelle mondiale et comment ils ont augmenté de 2003 à 2018. Et vous voyez des fluctuations. Celles-ci sont dues au cycle saisonnier. La quantité de dioxyde de carbone augmente et baisse en fonction de la manière dont la nature réagit. Ce qui soulève cette question, comment mesure-t-on le niveau de CO2 dans l'atmosphère? Peut-on différencier celui qui est émis par les plantes et les arbres de celui qui est rejeté par l'homme? Eh bien, pour le savoir, je me suis rendu dans l'un des rares observatoires en Europe qui scrute le CO2. Ce jour-là, la brume dissimule l'observatoire du Puy-de-Dôme dans le centre de la France. Parmi ses activités, la mesure constante des émissions de CO2 générées par les activités humaines et la nature. Le scientifique Michel Ramonet étudie ces données. En termes de CO2 dans l'atmosphère, on en est où aujourd'hui? Donc on a des concentrations de 415 parties par million environ, sachant qu'on part donc des valeurs à l'ère pré-industrielle de 280 parties par million et qu'on a des taux d'augmentation de 2 à 3 parties par million par an. Les hommes sont responsables de cette hausse. Ils ont par exemple rejeté 36 gigatonnes de CO2 l'an dernier, dont la moitié est ensuite absorbée par les plantes, les arbres et les océans. Ce gaz se mélange rapidement dans l'atmosphère, donc déterminer l'origine et la nature des émissions représente un immense défi. On mesure le CO2 total, les concentrations de CO2 total. Et on aimerait bien lui donner une couleur à ce CO2, avoir du CO2 vert pour la végétation, du noir quand ça vient des voitures, mais voilà, on n'a pas d'outils faciles. Les scientifiques pensent avoir trouvé une solution en s'appuyant sur d'autres gaz et isotopes pour identifier le CO2 atmosphérique qui est lié à l'activité humaine. Ils veulent aussi réunir davantage de données sur le sujet grâce à de nouveaux satellites ou de nouvelles stations de mesure. Il y a des régions du monde où il n'y a quasiment aucune mesure, en Afrique, et en Amazonie ou en Sibérie. Et ce sont des régions clés pour comprendre le cycle global du carbone, et en particulier les interactions avec les écosystèmes terrestres, que ce soit la forêt amazonienne ou les forêts tropicales d'Afrique. Donc on manque cruellement de mesures in situ. Ces mesures sont importantes pour plusieurs raisons. La quantité de CO2 absorbée par la nature peut évoluer en raison de phénomènes comme les canicules. Et puis les États ont aussi besoin de savoir dans quelle mesure leurs politiques de réduction des émissions sont efficaces, même si leur impact sur le climat ne sera probablement pas visible avant des décennies. Les actions d'aujourd'hui auront un effet dans 30-50 ans seulement. D'où la difficulté de motiver la société à les prendre dès aujourd'hui. Vous pouvez en apprendre davantage sur l'interaction complexe entre cycle naturel et émissions humaines de CO2 et retrouver toutes les données présentées dans cette émission sur notre site euronews.com/climatenow. À bientôt. Climate Now, en collaboration avec Copernicus.